Qu'est-ce qu'on est bien ici? Qu'est-ce qu'on est bien? Qu'est-ce qu'on est bien? On n'est pas bien tous ensemble entre manipulateurs, psychopathes, tueurs en série, menteurs, violeurs, pervers narcissiques. Ah, je me suis jamais senti aussi bien. Ah, ça me rappelle ma soirée d'hier soir, c'était un apéro dînatoire, grandeur nature, et on était tous ensemble réunis, et chacun allait farfouiller un peu dans la forêt, trouver sa victime pour le repas de la soirée, quoi. Oui, il faisait un petit peu froid, hein, dans la forêt il y avait du vent, mais qu'est-ce qu'on s'est fendu la gueule. Bon, entre vous et moi, vous m'avez manqué. C'est toujours un bonheur de vous retrouver le vendredi. C'est un petit peu notre rendez-vous, hein, finalement. Vous allez bien? Oh, voilà. Si tout va bien, tout se passe bien. Hein. Moi, ça va. J'ai fait un gros travail sur moi-même récemment. Et du coup, je suis un petit peu plus adulte. Oh, pardon. Voilà, oui. Oui, je disais, oui, un petit peu plus adulte. Un énorme merci à la maison d'édition Sonatine qui m'a donné son feu vert. Récemment, je me suis lancé un défi, lire 10 romans de cette même maison d'édition en un mois. T'es prêt? C'est parti! La caméra, sans doute entre les mains de mon père, remonte le long de son corps, admirant ses jambes minces, son ventre qui ne montre aucune trace de sa grossesse, comme s'il prenait plaisir à constater la rapidité avec laquelle elle avait récupéré sa silhouette. Jérémy Gavron, je vous aimais terriblement. Tout commence à Londres en hiver en 1965. Anna a tout pour elle et a tout pour être heureuse. Elle est belle, elle est féministe, elle a une vie libre, elle est souriante, pétillante, elle a un mari qu'elle adore, elle a des enfants magnifiques, elle a une carrière brillante et en plus elle a écrit un livre qui ne va pas tarder à sortir. Que demander de plus? Que demander de plus? Et pourtant, l'après-midi du 14 décembre, Anna dépose l'un de ses plus jeunes fils à l'école maternelle, se rend à l'appartement d'une amie, elle s'enferme dans la cuisine, les portes, les fenêtres, paf! Elle écrit un petit mot, elle le dépose sur la table de la cuisine, et elle ouvre le gaz. 40 ans après, Jérémy tente de rassembler les pièces du puzzle et va écrire ce roman sur sa mère. Oui, Anna, Jérémy, c'est son fils, c'est sa mère. Bon, vous m'avez compris. Il va rassembler des lettres, des articles de journaux, des photos, tout est là-dedans pour qu'il puisse un peu renouer avec cette mère qu'il n'a jamais connue finalement. Jérémy va découvrir pourquoi elle a commis un acte aussi triste parce que Anna souriait tout le temps, elle était totalement épanouie, totalement heureuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a des secrets qu'elle avait gardés pour elle et qui la hantaient? Ou est-ce que c'était plus profond que ça? Ce qui est bien dans ce livre, c'est qu'on en apprend beaucoup sur la place de la femme qui est féministe dans les années 50, 60. On découvre un petit peu le quotidien d'une femme qui tente de se faire une place dans un monde où il y a des hommes un peu partout. En écrivant ce livre avec une plume assez douce, intime, comme si tout au long de l'écriture, il y avait sa mère qui était juste à côté de lui au moment où il écrivait. Ça se ressent vraiment très fort, d'autant plus qu'il y a des photos à l'intérieur qui sont magnifiques, où on voit sa mère qui sourit, mais oh là là, c'est un soleil, c'est vraiment un soleil. Que les choses soient claires, Jenny, c'est ça? Oui, comme tu as dû le comprendre, je recherche des filles avec qui coucher. Ils sont pas assez gros, c'est ça? Désolé, mais j'ai des critères spécifiques. Bon, tu ne me connais pas? Pas encore, je ne suis pas une fille avec laquelle on s'ennuie, hein? Oui, certes. Oh, monsieur est déçu. Monsieur voulait culbuter une bombasse. Bon, bois, tu décideras ensuite. Je connais les hommes, hein, la plupart jouent les difficiles, mais après 5 ou 6 bières, ils ne pensent plus qu'à une chose. Se branler entre mes seins. Fabrice Collin. Jenny. Nous sommes en Californie et un fugitif désespéré se confie parce que là-haut à l'étage dans la baignoire, il y a le cadavre d'une grosse femme obèse. Alors comment l'homme en est arrivé là? Voici son histoire. Bradley, journaliste, vit de plus en plus difficilement la relation qu'il entretient avec son épouse et il tente tant bien que mal de raviver un peu la flamme. Sauf que son épouse ne mange pas du tout de ce pain-là, hein? Oh, j'ai un peu de rillettes coincées entre les dents. Alors qu'il tentait un peu en vain de sauver un peu son couple, ben, sa femme disparaît. On sait pas si c'est un kidnapping ou si c'est une fugue, hein. Et très désagréable, hein, ce pain de mie. Oh, j'achèterai plus celui-là, hein.
Non, j'achèterai plus celui-là. Bradley engage un détective privé, ils font des recherches, ils mènent l'enquête, ça donne rien, les années passent, et le mec est totalement détruit. Il commence à s'étourdir dans des relations sans lendemain qu'il fait sur les sites de rencontres sur internet, jusqu'au jour où il fait la connaissance de Jenny. Ah, je ne sais pas si vous connaissez Jenny, mais c'est spécial Jenny. Jenny, elle pèse plus de 300 livres, elle a un QI redoutable. Elle a une manière étrange de faire l'amour, hein. Personnellement, Oui, bon, bref, alors, Bradley, Jenny couchent ensemble, voilà. Et là, Jenny lui montre une vidéo. Sa femme, elle est toujours en vie. Alors, il tombe des nues. Et Jenny lui dit, obéis-moi, tout ce que je te demande, tout ira bien, tu retrouveras ta femme. Bon, ben, le mec dit oui, évidemment. Eh ben ça va pas se passer comme prévu, ça va pas être du gâteau, hein. Alors qui est vraiment cette Jenny? Qu'est-ce qu'elle sait de plus sur la disparition de sa femme? Vraiment une chouette lecture. Le personnage de Jenny, waouh. Tu viens de te faire frapper et piquer ton sac. Alors je vais être direct. Est-ce qu'il y avait de la marijuana dans ton sac? Désolé, mais il fallait que je te pose la question. C'est ce qu'elle pense, Madame Gros Cul? Estime-toi heureuse qu'elle l'ait dit à moi et pas aux flics. C'est ce qui s'appelle un répit. Où est-ce que tu l'as obtenu? Chance Kemnoon. Sait-on jamais où commence la folie, hein? Oh, tu m'en diras tant, hein? La vie du docteur Eldon Chance est en train de partir en couille. Il a 50 ans, il vient de divorcer, il commence vraiment un peu à en avoir marre, hein? Et c'est là, un jour, qu'il va faire la connaissance d'une de ses patientes, Jacqueline Blackstone. Alors Jacqueline Blackstone, elle est très belle, et elle est surtout très instable. Et à partir de là, la machine se met en route. Chance va commencer à nourrir une obsession de plus en plus folle pour cette patiente, mais il y a comme un hic. Jacqueline, elle est mariée à un flic corrompu qui travaille à la brigade criminelle, qui est totalement dangereux, jaloux, maladif. Personne n'a envie d'être son ennemi, hein, au flic, hein. Mais Chance, lui, s'en fout un peu. Il ignore sur quoi il va tomber, hein. Surprise! Alors ce livre, c'est un roman d'ambiance avec beaucoup de suspense made in Alfred Hitchcock. Et il y a un peu d'humour dans ce livre, ce qui est bien parce que quand tu es en plein dans une scène un peu oppressante, là tu souffles un petit peu, tu fais allez ça fait du bien, ça évite que le lecteur s'étouffe. En lecteur que je suis, ça ne m'a pas retourné. Ça a été un bon moment mais sans plus quoi, ça m'a pas marqué non plus quoi. Si c'est que du sexe, ce que vous voulez, je veux bien, hein. Et après vous me laissez partir, s'il vous plaît, je ne le dirai à personne, promis. Allez. Arrête Jazz, arrête de faire ça, de tout salir. Mais je ne comprends pas, si ce n'est pas pour le sexe, pourquoi m'avez-vous fait ça? Ça me suffit de te savoir ici, près de moi. C'est tout. Désordre de Penny Hancock. Un bon coup de cœur. Et là, j'ai... Oh, j'ai kiffé. En plus, c'est un premier roman. Sonia a 40 ans. 40 ans, c'est le milieu de la vie. C'est un peu l'âge où on se remet un peu en question et c'est l'heure un peu des bilans. Depuis que son mari multiplie les déplacements professionnels à l'étranger et que sa fille est partie à l'université... Elle se retrouve toute seule et elle se fait chier. Alors le jour où le neveu de sa meilleure amie vient frapper à sa porte juste pour emprunter un disque, hein, voilà, aller-retour 5 minutes, elle décide de ne plus le laisser partir. Elle va le garder chez elle, elle va l'enfermer, elle va le séquestrer chez elle. La vie est belle, la vie est belle. Et lorsqu'elle parle avec ce gamin de 15 ans, elle comprend que son adolescence, quand même, ça a été la période la plus magnifique de sa vie. Et elle aimerait un peu retrouver ces belles choses-là du passé, cette période un peu nostalgique. Eh ben, ça va pas bien se passer. L'adolescent va commencer à se sentir mal et il va tomber sévèrement malade. L'enquête ne donne rien et sa meilleure amie vient frapper à la porte de chez Sonia et lui demande mais, « Tu as vu Jazz? T'as pas des nouvelles ?» Et Sonia elle fait non, rien. Alors qu'il est là-haut chez elle, hein. Bon, j'ai kiffé, il y a tous les ingrédients vachement bien là-dedans. Une histoire cruelle, un suspense bien maîtrisé. L'écriture n'est ni glauque, ni trop lisse. C'est un peu en dents de scie. Et les amateurs de thriller vont se régaler. Si j'ai cessé de branler des mecs, ce n'est pas parce que je n'étais pas doué pour ça. Si j'ai cessé de branler des mecs, c'est parce que j'étais la meilleure. Eh oui, mais j'ai abandonné, hein. Ah oui, parce que quand vous pratiquez 23 546 branlettes sur une période de 3 ans, le syndrome du canal carpien, ça devient une réalité.
Nous allons mourir ce soir de Gillian Flynn. Quand j'ai lu ces premières pages au début, je me suis dit mais dans quoi est-ce que je vais être embarqué encore? Ça a pas loupé, hein. 60 pages en 1 heure, c'est fait. Et avec une écriture pareille, ça ne mange pas de pain. Encore? J'ai faim, moi, j'ai un petit creux. La narratrice a un parcours de vie assez original, hein, il faut dire ce que. La vie qu'elle a eue avec sa mère, l'éducation qu'elle a reçue, qui n'était pas non plus tout rose. Pour gagner sa vie, elle n'hésite pas à user de son corps, bon, chacun fait ce qu'il veut, hein. Et elle se découvre qu'elle a un don de voyance, voilà, elle a un don de voyance, elle fait connaissance avec des clients et elle va aller chez eux. Et chez eux, c'est pas la joie, il y a des trucs qui se passent dans cette maison, des trucs paranormaux, je sais pas ce que c'est mais c'est bizarre, hein. Le pire c'est que ces phénomènes inexplicables, ça joue beaucoup sur la famille qui vit dans cette maison, notamment sur la femme et surtout sur ses enfants. Imagine, tu es en petit déjeuner, voilà, avec ta famille, coucou mon petit lapin, t'as bien dormi? Et là, sur le mur, là en face, tu vois un filet de sang du plafond au sol, ouais, et bon, mais c'est la maison qui saigne, hein, bon, ben, bon appétit, bonne journée. La voyante, elle ressent des vibrations très négatives et surtout un sentiment de douleur. Dans cette maison, il y a quelque chose qui s'est passé jusqu'à ce que la vérité éclate. La fin, je fais, ouais, waouh. J'ai dû relire la fin plusieurs fois pour comprendre, mais une fois que ça a été compris... D'accord. Parce que cette voyante croit qu'elle est arrivée dans cette maison par hasard. Bien sûr. Bien sûr. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve étrange dont je me souvenais très clairement le lendemain matin. Une femme, elle était belle, avec de grands yeux noirs. Nous étions étendus l'une près de l'autre sur le sable. « Tu me plais », a-t-elle dit. « Je peux rester avec toi ?» Du bout de l'index, j'ai écrit oui dans le sable. Et à côté, elle a écrit son nom. Nama. J'avais envie que nous soyons ensemble pour toujours. Viens plus près de Sarah Gran. Nous allons suivre Amanda, qui est une femme comme tout le monde et qui a tout pour être heureuse. Oui, elle aussi, oui. Elle est architecte, avec son mari. Tout va bien. Pas un nuage, hein? Non. Pas un nuage. Mais mon ami, il faut regarder au-delà des apparences. Tout d'un coup, Amanda entend des coups dans les murs, hein, comme si ça faisait toc toc toc, comme si, voilà, de plus en plus fort, de plus en plus régulier. Ça l'a fait flipper quoi Amanda, parce qu'elle sait pas si c'est son imagination qui joue des tours ou bien est-ce que c'est la maison qui est tentée. Voilà. Et plus les bruits sont réguliers, plus les bruits sont très forts et plus son ménage lui casse la gueule. Jusqu'au jour où elle fait des cauchemars, des rêves étranges, où elle voit une créature avec un visage de femme mi-démon. Là elle sait mais je suis possédée ou c'est moi ou c'est la maison. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Et elle devient limite violente avec son mari, hein, parfois lui brûler la main avec une cigarette. Le temps passe, elle donne de plus en plus libre cours à ses pulsions. Elle n'est plus elle-même, voilà, et son mari ne la reconnaît plus. J'ai kiffé, j'ai bouffé ce livre en très peu de temps. J'ai pas vu le temps passer, il m'a empêché de dormir plus d'une fois, hein. Et parfois t'as l'impression d'être au paradis alors qu'en fait, ben, tu es dans les tréfonds de l'enfer sans le savoir. Je crois que là, chez Sonatine, ils ont tapé bien fort, hein. On a frappé à la porte. Des feuilles de cahiers froissés, des emballages de gâteaux, des verres en plastique. Et toi, Furio Guéry, le représentant, tu serais tenté de tout ranger. Mais moi, Furio Guéry le monstre, je n'ai pas le temps. Je jette un coup d'œil dans les agendas sur les tables, mais seulement dans ceux des filles. Je prends le sweatshirt kaki avec la capuche et l'inscription en paillettes. J'ouvre la fermeture éclair et j'étale le sweatshirt vert sur mon visage. Je ferme les yeux. Je respire. La nuit derrière moi, de Gianpaolo Simi. D'un côté, il y a Furio, le commerçant, le parfait petit vendeur, voilà, le sourire éclatant, parfaitement blanc, les chaussures pareilles, cirées, mais s'il y a une poussière sur les chaussures, c'est mort, hein. Et de l'autre côté,
Et paf, on a Furio, le monstre, qui cache tout à l'intérieur de lui et qui n'en pense pas moins. C'est super, non? Et l'un dans l'autre, ça forme un peu l'équilibre parfait. La vie parfaite, la belle vie parfaite avec la femme parfaite, dans la maison parfaite, avec une fille parfaite qui est pourri gâtée. Le rêve. Le rêve. Mensonge. Parce que Furio le monstre, lui, il aime bien rôder autour d'un lycée, voilà, toujours le même, et épier un peu les jeunes filles, voilà, les regarder, les trouver un peu appétissantes. Il s'aperçoit que plus le temps passe, là, son travail, ça se passe mal, ça se passe pas bien. Non, c'est plus parfait, c'est plus possible. D'autant plus que sa femme commence à lui mentir et lui cache des choses. Et d'autant plus que sa fille, c'est pas une sainte, hein. Ah non, non, non. Pour qu'elle se fasse un petit peu d'argent, elle fait des shows privés, elle fait des striptease, des petits trucs... toute nue, voilà, sur internet via la webcam. Son père, il tombe là-dessus. Il prend de plus en plus sur lui, mais va un moment, hein, où on peut plus garder les choses pour soi et tout va péter. Comment ne pas péter les plombs, hein? Sachant que l'engrenage est déjà en place. Les secrets remontent tout doucement, tout lentement à la surface. Et là, le pauvre Furio, mais là, il en peut plus, quoi. Comment péter les plombs sans que tout le monde nous voit comme le parfait vendeur, le parfait mari, le parfait père de famille. Eh ben ça va pas être simple. Mais à la fin du livre, quand même, à la fin du livre, la scène finale, qui est le vrai Furio à la fin qui l'emporte. Et petit plus dans ce que j'ai aimé dans le livre, c'est qu'il y a certaines références geeks et littéraires comme les Chevaliers du Zodiaque ou encore les Hauts de Hurlevent. Et là, il commence à balancer ma main à gauche, à droite, à gauche, à droite. C'est comme si nous étions en train de nous battre, comme s'il essayait de m'arracher le couteau, alors que c'est lui qui le tient. J'entends une voix crier, mais je me rends compte en fait que c'est moi. Et au moment où je pense qu'il va laisser tomber le couteau, il agit. Le couteau qu'il tient érafle la peau de sa joue. Tu as essayé de me poignarder. Regarde ce que tu as fait. Une autre vie, S.J. Watson. Julia apprend la mort de sa sœur Kate qui a été victime d'une agression à Paris. D'autant plus que les deux sœurs ne se communiquaient pas vraiment très souvent. Pour Julia c'est un choc, elle n'arrive pas à faire son deuil, elle n'y arrivera pas tant qu'elle n'aura pas mis la main sur ce tueur. Elle va comprendre que Kate utilisait des sites de rencontres en ligne, qu'elle rencontrait plusieurs personnes. C'est le déclic, elle est persuadée que ce meurtre est lié à une mauvaise rencontre que Kate a faite sur internet. Elle va un peu mener l'enquête, elle va se faire passer pour sa sœur sur les sites de rencontres, elle va rencontrer Lucas, le piège va doucement se refermer et tout, et elle va s'en prendre plein la tronche, la pauvre. Oui, parce que Julia est mariée, oui. Du coup, elle a deux vies d'épouse, voilà, avec son mari, et de l'autre, la vie extra-conjugale qu'elle mène avec Lucas. Ils se donnent rendez-vous dans des hôtels. Le Lucas, il est super beau, il est musclé, il est gentil, il est parfait. La pauvre Julia, la pauvre, elle est tombée sur un pervers narcissique. Moi quand j'ai lu ce roman, ça m'a fait un peu un petit truc, parce que j'ai connu des pervers narcissiques, je sais comment ils agissent, mais alors le pervers narcissique dans le bouquin, c'est autre chose. C'est violent, c'est puissance 1000 doublé par racine carrée de 8 099 314. Elle va morfler, elle va se faire abuser physiquement, mentalement. Dans tout ça, c'est qu'on ne sait toujours pas qui a tué sa sœur. L'enquête est toujours au point mort. Julia n'en peut plus, elle coupe les ponts définitivement avec Lucas, Facebook, téléphone, site de rencontre, tout le temps passe. Julia commence un peu à se sentir mieux, sauf que Lucas revient, mais Lucas ne s'appelle plus Lucas, et Lucas va se marier avec la meilleure amie de Julia. Et là, les ennuis commencent. Ça va aller très loin, ça s'enchaîne très vite, ça va aller de plus en plus mal, ça va être violent. C'est vraiment à la fin, à la toute fin, de rebondissement en rebondissement, gros twist de malade, comme dirait Séverine. J'ai bouffé ce livre en peu de temps, néanmoins, c'est quand même une petite brique, hein. Vous avez promis de m'emmener à la bibliothèque. Bon Dieu de merde, ferme-la avec cette bibliothèque. Seigneur Dieu, regardez-moi ces jolis cheveux. Katie, nous allons descendre de la camionnette. Tu vas venir avec moi, d'accord? Cet été-là, Lee Martin. Dans cette petite ville, Katie, âgée de 9 ans, était censée ramener ses livres à la bibliothèque et revenir chez ses parents. C'est tout ce qu'on a su, hein.
Mais le problème, c'est qu'elle n'est jamais revenue. Disparition, meurtre, que s'est-il passé? 30 ans après, les langues se délient, tout le monde soupçonne tout le monde dans ce petit village. Très commérage là-dedans, hein. Tout le monde soupçonne tout le monde, qui manipule qui. C'est très mélangé là-dedans, et pour démêler le vrai du faux, et pour connaître un peu la vérité, savoir qui est le coupable là-dedans, dans cette espèce de Cluedo, grandeur nature, ça va pas être simple. Les souvenirs reviennent, les secrets commencent à être un peu découverts, et qui dit la vérité, qui se ment, qui se protège... Ah, la vérité va finir par éclater et le coupable va être pointé du doigt. J'ai fait non mais c'est pas vrai. C'est à la fois atroce et non, t'as pas envie d'y croire quoi. C'est assez étrange quand même. Est-ce que c'est une affaire pédophile? Un sentiment de dépendance affective? Ou est-ce que ça va beaucoup plus loin que ça? C'est... Oh bordel! Au début de ce roman, je pensais vraiment que j'allais me perdre parce qu'il y avait quand même pas mal de personnages là-dedans. Mais finalement, je m'en suis bien sorti, je me suis pas perdu dedans et j'ai continué ma lecture avec un plaisir toujours aussi délicieux. Pour les amateurs de thrillers psychologiques aussi, je vous le conseille vraiment. Connaître un peu la nature humaine, voir comment l'humain est fait et construit, ça aussi, c'est très très intéressant. Donne-moi ton numéro et essaie pas de me faire croire que t'as pas de téléphone, hein, parce que Phoebe nous a dit que Mike t'en avait acheté un. Ta voix dans ma tête. C'est bien ma fille. Montre-leur de quoi tu es capable. Tu devrais me remercier pour tout ce que je t'ai appris, Annie. Je secoue la tête, un geste lent et bien réfléchi. Izzy, la plus gourmande des deux, mord à l'hameçon. Donne-moi ton numéro, connasse. J'ai les yeux fermés, mais je l'imagine saluer la foule. Je ne vais pas te le demander 2 fois. Et moi, je n'oublie jamais. Jamais. Le sang du monstre, Ali Land. Non, pas La La Land, n'importe quoi, t'es totalement débile. Après avoir dénoncé sa mère qui était une tueuse en série froidement redoutable, Annie, 15 ans, est placée en famille d'accueil à Londres. Tout se passe bien et la jeune ado essaye de vivre une adolescence normale, comme toutes les filles de son âge. Et pour ça, elle a choisi de changer d'identité, elle ne s'appelle plus Annie, elle s'appelle Millie. On la comprend, maintenant qu'elle a vécu une enfance, une adolescence vraiment pas très gaie et plutôt traumatisante, voilà, elle a envie de vivre sa vie. Surtout, elle a envie de passer inaperçue parce que sa mère est en photo partout dans les journaux, on parle d'elle. Plus le temps passe et plus le procès avec sa mère approche à grands pas. Au lycée, c'est un peu difficile parce qu'elle essaye tant bien que mal de se faire des amis, elle n'y arrive pas, elle essaye de s'intégrer, mais c'est pas de la tarte. Jusqu'au jour où elle se fait une amie, une seule. Ça va être très dur pour elle parce que le passé qu'elle a derrière va la hanter, va la rattraper. Elle sent l'angoisse monter parce que constamment, elle a la petite voix intérieure de sa mère dans sa tête comme un démon qui a envie de surgir d'elle. Une fois que le procès est passé, ça va être très très dur pour elle, non seulement pour son bien-être personnel, mais aussi, surtout, pour les autres. Alors parmi tous les romans de chez Sonatine, c'est celui-là que j'en attendais le plus en fait. Parce que, déjà, c'est un premier roman, chapeau, parce que tout est dedans quoi, tout y est jusqu'à la fin, mais la fin, la chute, paf, magistral, et tu te dis, d'accord, elle a gagné, mais qui a gagné ? Qui a gagné? La mère, la fille, la mère ou une tierce personne? Ah, on sait pas. On sait pas. À la fin, il y a le truc qui fait que tout peut basculer d'un côté ou de l'autre. Soit c'est tout blanc ou tout noir. Tout blanc ou tout noir. Quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça? Ce que je retiendrai surtout de ce livre, c'est les scènes du procès, quoi. Les scènes du procès, quoi. Tu sens que la vie est pas bien et tu sens que tu es avec elle. Tu as envie qu'elle s'en sorte, mais t'es pas bien avec elle, quoi. Et t'as le cœur qui est comme ça, et moi vraiment, oh là 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 là. Allez-y, quoi, foncez, quoi. Mais faites-moi confiance, s'il vous plaît, faites-moi confiance. Je suis votre gourou de la secte littéraire. Un gros merci à toi de m'avoir écouté, ça me fait très plaisir. Et encore une fois, un grand merci à la maison d'édition Sonatine. Si vous passez par là, si vous regardez cette vidéo, je vous embrasse de tout cœur. Si vous avez des commentaires à faire, évidemment,
Ça se passe ici, comme d'habitude, rien n'a changé. Prenez soin de vous, je vous aime. Et surtout, lisez. Lisez, 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 lisez. C'est ça la vie, mon gars. Eh oui,